En 2008, la NASA s'est posé une question intrigante. Comment les araignées construisent-elles leur toile en apesanteur? Elle a donc envoyé 2 araignées dans la Station spatiale internationale. La première était la participante principale, et la seconde remplacerait la première au cas où elle aurait un problème. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. L'araignée de secours a réussi à s'échapper et a rendu visite à sa compagne, ce qui a entraîné un certain désordre. Elles ont construit des toiles enchevêtrées qui interféraient l'une avec l'autre. Comme si cela ne suffisait pas, les mouches censées leur servir de nourriture ont commencé à se reproduire plus vite que prévu. Leurs larves se sont échappées de leur récipient et ont recouvert la fenêtre avant du compartiment. Très vite, les araignées se sont retrouvées complètement cachées derrière les larves. Bien que cette première expérience ne se soit pas bien déroulée, l'une des chercheuses impliquées dans son organisation était toujours curieuse. En 2011, elle a eu l'occasion de répéter l'expérience. Cette fois, elle a demandé l'aide d'autres chercheurs. Ils ont décidé d'envoyer une espèce d'araignée différente dans l'espace et ont préparé 4 spécimens, 2 pour l'ISS et 2 pour la Terre, afin de pouvoir comparer les résultats. L'objectif était d'exposer les araignées à des conditions de gravité variables et d'observer leur comportement. Toutefois, il y a eu un autre rebondissement dans l'histoire. Au départ, ils pensèrent avoir 4 araignées femelles, mais il s'est avéré que 2 d'entre elles étaient des mâles. Déterminer le sexe des jeunes araignées peut être délicat, mais heureusement, un mâle avait déjà été envoyé dans l'espace tandis que l'autre était resté sur Terre, ce qui a permis de recueillir de précieuses données. La deuxième expérience s'est avérée fructueuse. Les araignées étaient actives, elles construisaient et démontaient des toiles, et même sans l'aide de la gravité, elles en tissaient de nouvelles. 3 caméras ont pu prendre des milliers de photos, témoignant de leur intense travail sur les toiles. Fait intéressant, les araignées semblent créer des toiles beaucoup plus symétriques dans l'espace que sur Terre. Le centre des toiles est plus proche du milieu, et, étonnamment, les araignées ne positionnent pas toujours leur tête vers le bas comme elles le font généralement sur Terre. Cependant, un facteur important a fait toute la différence. La lumière. Lorsque les araignées de l'ISS disposaient d'une source de lumière, elles tissaient des toiles asymétriques, semblables à celles que l'on trouve ici. La lumière jouait un rôle crucial dans l'orientation des araignées. Les lampes du compartiment étaient fixées en haut. Si les lampes avaient été positionnées différemment, par exemple sur le côté, il aurait été difficile d'observer l'effet de la lumière sur la symétrie des toiles. Lorsque les lampes étaient éteintes, les araignées se reposaient dans des orientations aléatoires sur leur toile. Pourtant, une fois les lumières allumées, elles s'orientaient à l'opposé de la source lumineuse, c'est-à-dire vers le bas. Ainsi, en l'absence de gravité, la lumière les aidait à s'orienter. Cette découverte était inattendue car les araignées peuvent généralement construire leur toile dans l'obscurité et capturer efficacement leur proie, même sans lumière. Les toiles d'araignées sont des choses vraiment cool. C'est comme si ces créatures avaient de petites usines de production de soie dans leur corps. Elles stockent leur fil sous la forme d'un liquide très concentré. Et une araignée de jardin ordinaire peut produire jusqu'à 7 types de soie différents, chacun avec une combinaison unique de protéines. Chaque type de soie a une fonction différente. Par exemple, un certain type donne une toile élastique qui peut absorber l'impact des insectes qui viennent s'y prendre. Un autre type de soie donne un fil flexible et solide, difficile à casser. Certaines protéines présentes dans la soie la protègent contre les bactéries et les champignons nuisibles, ce qui permet à la toile de durer plus longtemps. Elle conserve également son humidité afin qu'elle ne se dessèche pas. Imagine une maison où tu n'as rien besoin d'acheter. Elle s'entretient toute seule. La soie d'araignée est plus légère que le coton et incroyablement fine, jusqu'à 1000 fois plus fine qu'un cheveu humain. Mais elle est aussi incroyablement solide. Elle doit l'être, car les araignées doivent y vivre au quotidien. Elles y combattent les insectes et affrontent les éléments comme la pluie et le vent. Mais tu ne t'attendrais pas à ce qu'elle soit plus résistante que l'acier, n'est-ce pas? Bien sûr, dans la réalité, on ne trouve pas d'acier aussi fin, mais si tu pouvais en trouver un morceau du même poids que la soie d'araignée, tu verrais qu'il existe des similarités entre ces deux matériaux. En fait, la soie d'araignée est 5 fois plus résistante que l'acier de même épaisseur. La soie est également très extensible. Elle peut s'étirer jusqu'à 4 fois sa longueur initiale. De plus, elle reste solide même par des températures inférieures à moins 40 degrés. Les araignées les plus courantes sont les Araneidea. Elles sont passées maîtres dans l'art de construire ces toiles que tu peux voir dehors. C'est là qu'elles ont le plus de chances d'attraper leur déjeuner.
Mais cela signifie également que leurs toiles sont plus susceptibles d'être endommagées. C'est pourquoi elles ont une habitude fascinante. Elles reconstruisent leurs toiles entièrement tous les jours, même si elles semblent en bon état. Comme j'aimerais être aussi dévoué à l'entretien de ma chambre. Ces araignées font cela pour se tenir prêtes, le soir, à attendre patiemment que leur proie potentielle se fasse prendre dans leur piège soigneusement préparé. À première vue, cela peut sembler une perte de temps. Après tout, elles doivent investir une quantité importante de protéines pour produire la soie qui forme leur toile. Mais même si cette araignée n'attrape pas son repas pendant la nuit, elle dispose généralement de suffisamment de protéines pour démonter sa vieille toile et en construire une nouvelle pour la nuit suivante. Lorsque l'araignée démantèle l'ancienne toile, elle consomme en même temps sa soie et, ce faisant, recycle les protéines qu'elle contient. Si tu as déjà observé une araignée sur sa toile, tu as dû remarquer à quel point elle réagit attentivement aux moindres vibrations. Il s'avère que la soie est capable de s'adapter à différentes fréquences sonores, contrairement à d'autres matériaux. Lorsqu'une araignée construit sa toile, elle ne se contente pas de filer la soie et de la laisser telle qu'elle. En fait, l'araignée ajuste la soie en la serrant ou en la relâchant et en modifiant la façon dont les différents fils sont reliés. De cette façon, elle crée une toile qui peut vibrer ou produire différents types de sons. L'araignée est comme un musicien qui accorde sa guitare. On surnomme cette tisseuse de dentelle à pattes de plume l'araignée de jardinerie parce qu'elle aime vivre dans l'humidité des serres. Et elle a un moyen vraiment génial d'attraper les insectes. Au lieu de tisser des toiles collantes comme les autres araignées, elle utilise l'électricité. Elle produit une soie incroyablement fine, presque à l'échelle nanométrique. Et sur ses pattes arrière, cette araignée possède des poils spéciaux qui agissent comme de minuscules peignes. Lorsque la soie sort de son corps, l'araignée utilise ses poils pour peigner et manipuler la soie. Et c'est là que la magie opère. Ce processus génère une charge électrique. Les fils de soie sont maintenant crépitants d'électricité et viennent former de petites boules qui ressemblent à des pelotes de laine duveteuses. Ces pelotes chargées d'électricité sont un excellent moyen de piéger les insectes qui passent par là. Lorsque des proies entrent en contact avec la soie, la charge électrique fait s'accrocher les fils à leur corps, ce qui les empêche de s'enfuir. Les Chairostris darwini femelles fabriquent des toiles gigantesques qui peuvent s'étendre au-dessus des rivières et des lacs, et mesurer plus de 24 mètres de diamètre. Il s'avère que ces toiles gigantesques ne sont qu'une partie de leur plan génial pour attraper leur proie. Une toile super solide qui passe au-dessus de l'eau comme un pont peut capturer de gros insectes volants, par exemple des libellules. Mais c'est un chantier impressionnant qui nécessite plusieurs jours de travail. Ces fils spéciaux traversent la rivière et fixent solidement la toile à chaque berge. Aucun moyen d'y échapper. Non! Non, 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 non! Ah! 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 Oh non! Ah! 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 Arrête de crier, hein? Tu sais parler? Non! Non, 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 non! Ah! Ah! N'essaye pas de t'enfuir. Ah! Ah! Waouh! Ok, j'ai compris. Oh là là, pas la peine de serrer les poings. C'est sauvage.
Je ne peux même pas manger en paix. Tu es assis dans un café sur Mars, la tête baissée, en essayant de ne pas attirer l'attention sur toi. Il y a du monde et beaucoup de gens chantent, dansent et parlent à voix haute de la vie sur Mars. Ta boisson arrive et tu la sirotes. Pour l'instant, personne ne te reconnaît. Tu portes une cape avec un grand sweat à capuche pour couvrir ton visage et te dissimuler aux yeux du monde. Mais quelqu'un te heurte accidentellement et voit ton visage. La musique s'arrête et maintenant, tout le monde te regarde. Tu n'as nulle part où te cacher ou fuir. Tu ignores les regards insistants et tu continues à siroter ta boisson. Un vieil homme barbu est assis en face de toi, étonné d'être en ta présence. « Alors c'est vrai! Personne ne croyait que tu y arriverais !» dit-il. Tu ne réponds pas et continues à boire ton verre. Tous les autres se rassemblent autour de toi. Un autre homme prend la parole. « Eh bien, tu ne vas pas nous raconter comment tu as échappé aux griffes du Kraken de l'espace ?» Tout le monde est sous le choc. Personne n'a jamais réussi à raconter l'histoire du Kraken. Sauf toi. Ton plan était de trouver un passeur pour t'emmener dans un vaisseau spatial loin de cette planète. Mais c'est trop tard, maintenant que tout le monde sait que tu es là. Et le messager s'est enfui, sachant que toute l'attention était portée sur toi. Tu remets ton sweat à capuche et tu expliques ce qui s'est passé. 2 jours plus tôt. Tu es dans ton équipement complet, prêt à faire le voyage dans l'espace le plus éloigné. Tu as un vaisseau en solo qui est conçu pour manœuvrer à travers tous les obstacles du cosmos. Tu prépares le reste de l'équipement et tu fais le plein. Tout le monde te regarde, sachant que tu pourrais ne jamais revenir. Mais le Kraken flotte dans l'espace depuis trop longtemps et perturbe les transports de marchandises. Un petit vaisseau comme le tien peut échapper à son odorat et à sa vue. Mais les plus gros vaisseaux seront détruits. Tu t'es donné pour mission de trouver ce Kraken et de l'étudier. Si tu apprends ses habitudes, tu pourras trouver comment t'en débarrasser. Tout le monde fait ses adieux et tu décolles. Tu sais que le chemin sera très long pour y arriver. Peut-être 3 jours dans le vide de l'espace. Tu as vu quelques images rapides du Kraken, mais personne ne sait exactement où il dort. Ou même s'il dort vraiment. Tu mets de la musique et règles ton vaisseau sur le régulateur de vitesse. Tu prends des notes et tu règles la caméra pour te documenter pendant que tu prépares tout ce dont tu auras besoin. Tu as aussi quelques caméras à l'extérieur qui enregistrent tout ce qui bouge. Même les capteurs thermiques pour attraper les créatures vivantes qui flottent dans l'espace. Après quelques heures, tu quittes les quartiers sécurisés de Mars et tu entres en territoire hostile. Il n'y a pas d'endroit où se cacher ni personne pour t'aider. Quelques petits navires comme le tien passent de temps en temps. Ils te regardent aller plus loin vers le Kraken. Tu remarques de nombreux panneaux flottants alimentés par des machines qui te mettent en garde contre le Kraken. Les caméras commencent à enregistrer et tu commences ton journal vidéo qui est transmis à ton réseau chez toi. Pour l'instant, rien. C'est calme et sombre. Les heures passent et tu flottes au milieu de nulle part. Tu as presque envie de faire demi-tour. Mais tu remarques quelque chose dans les capteurs. Tu vois un grand objet vivant à proximité. Tu éteins les lumières et tu ralentis ton vaisseau. Tu reprends l'enregistrement et tu commences à te parler à toi-même, à tout expliquer. L'objet se rapproche de plus en plus. Tu te décales pour l'éviter et tu t'accroches à un rocher qui flotte. Mais tu ne vois toujours rien. Tout à coup, tu vois des créatures lumineuses qui ressemblent à des méduses et qui se rassemblent en un groupe. Sur tes capteurs thermiques, elles semblent être de gros objets. Mais en fait, ce ne sont que de petites créatures. D'après tes études, ces créatures font partie de la nourriture principale du Kraken. Donc, elles sont probablement en train de le fuir. Après quelques minutes, les créatures s'éloignent en flottant et tu décolles et rallumes les lumières. Quelques heures de plus passent et tu ne vois toujours pas de Kraken. Soudain, un souffle secoue ton vaisseau et tu es légèrement dévié de ta trajectoire. Tu remarques qu'un gros objet a pénétré dans tes capteurs thermiques et en est sorti. Tu continues à avancer et vérifies les paramètres de lecture pour voir si tes caméras ont réussi à capter quelque chose. Tu essayes de regarder attentivement, mais il semble qu'une rafale de vent soit passée devant toi, ce qui est bizarre, car il n'y a pas de vent dans l'espace. Tu contrôles les capteurs thermiques et tu remarques qu'un grand objet ayant la forme du Kraken est passé devant toi. Il est toujours là et il a probablement repéré ton odeur. Tes systèmes ont récupéré des particules d'ADN et les étudient. Au bout d'un moment, elles montrent que la peau du Kraken peut changer de couleur en fonction de son environnement.
Sa peau est épaisse et composée d'une matière cosmique fluorescente qui est inédite par rapport à toutes les autres créatures que tu as rencontrées. Le système continue à l'étudier. Au bout d'un moment, le Kraken sort de ton radar et disparaît. Tu fais demi-tour pour essayer de le retrouver. Les gens sur Mars peuvent voir les données et ont déjà des informations sur sa taille et la qualité de sa peau. Ils ont même vu des images que tu as réussi à capturer. Tout en continuant à avancer vers lui, tu allumes tes projecteurs pour essayer de voir quelque chose. Tes caméras tournent toujours. Soudain, le Kraken change de couleur de peau et apparaît juste devant toi. Ses grands tentacules clignotent et fouettent les débris spatiaux qui se trouvent à proximité. Son immense œil, aussi grand qu'un bus, te regarde. Il ouvre sa bouche et tu vois des rangées de dents pointues qui tournent autour de toi comme un broyeur. Il a un grand bec qui peut briser ton vaisseau facilement. Il se met à clignoter rapidement en signe d'avertissement. Il expulse du liquide pour se déplacer dans un environnement spatial sans gravité. Il se déplace et se lance vers toi. Ton vaisseau a un champ de force automatique pour te protéger, mais il ne peut pas supporter la puissante morsure du Kraken. Après seulement quelques secondes, le bouclier se brise et ton vaisseau tombe en piqué sur une autre planète. Tu t'es écrasé sur une terre marécageuse. Ton vaisseau a survécu, mais il ne peut pas décoller. L'analyse du Kraken est prête. Elle montre qu'il n'a pas besoin d'oxygène pour respirer et que son ADN évolue. Maintenant qu'il a goûté à ton champ de force, il peut s'adapter pour créer un biochamp de force similaire. Mais tu t'es écrasé sur une planète qui t'est étrangère. Tu mets ta combinaison de sécurité et tu observes l'environnement. L'atmosphère est remplie d'azote et de soufre. Tu sors et tu te promènes. La gravité y est similaire à celle de la Terre. En t'aventurant dans le marécage, tu commences à voir des petites particules de peau semblables à celles que ton vaisseau a attrapées. Le liquide en dessous de toi est une substance étrangère qui semble détériorer ta combinaison. Alors, tu choisis de faire du surplace. Les arbres sont étranges et paraissent vivre de l'atmosphère. Mais il n'y a aucun signe de vie nulle part. Soudain, tu vois un énorme cratère qui mène au centre de la planète. Tu entres dedans et tu vois des vaisseaux identiques aux tiens. On dirait que le Kraken les a fait dévier de leur route et qu'ils se soient écrasés sur cette planète. Beaucoup d'entre eux semblent être intacts, tandis que d'autres sont complètement détruits. Tes senseurs captent un autre signal. Ils détectent une autre créature qui vit au centre. Tu essayes de t'approcher. Tu fais de ton mieux pour être aussi discret que possible. Mais tu sens le sol trembler sous toi. Tu te baisses pour essayer d'éviter les rochers qui tombent au-dessus de ta tête. Un grand tentacule surgit de nulle part, puis un autre et encore un autre. Il se balance et rampe à l'air libre. D'après les études de ton système, ce Kraken est 10 fois plus grand et a même une apparence différente. Il ne te voit pas, mais il peut sentir que tu es là. Il commence à parcourir la planète pour essayer de te trouver. Il frappe ton vaisseau. Tu essayes de trouver un moyen de le démarrer, mais il lui manque une pièce. Tu trouves un autre vaisseau abandonné. Tu enlèves la pièce dont tu as besoin et tu la mets sur ton vaisseau. Ta combinaison possède une fonction d'auto-réparation qui te permet de réparer ton vaisseau sans outil. Après quelques minutes, il est prêt à repartir. Tu allumes ton vaisseau, même s'il est endommagé, et tu décolles. Tu réussis à te faufiler derrière le Kraken. Tout le monde au café est silencieux. Beaucoup ne croient pas à tes histoires. Ils avaient cessé de recevoir des transmissions en direct avant que tu sois abattu par le Kraken de l'espace. Tout à coup, une alarme retentit et prévient que le Kraken est arrivé. Tout le monde se précipite, paniqué. Tu entends une voix dans ta tête. C'est du charabia. Mais tu as des visions du Kraken qui te parlent. Il sait que tu es là et il vient pour toi. Alors qu'ils voyagent à plus de 28 000 km/h à 400 km au-dessus de la Terre, les astronautes assistent à 16 levées et couchers de soleil par jour, tout en flottant dans une boîte avec une poignée de personnes dont ils dépendent pour survivre. Que l'espèce humaine doive ou non partir vers d'autres planètes, l'un des principaux inconvénients est que nos corps n'aiment pas ça. Peu de gens le savent mieux que Scott Kelly, l'astronaute qui a passé près d'1 an sur la Station spatiale internationale, de 2015 à 2016. Comme d'autres astronautes, il a servi de cobaye pour l'étude des effets des voyages spatiaux sur le corps humain. Contrairement aux autres astronautes, Scott Kelly a un frère jumeau, Mark, qui est lui-même astronaute. Cela a donné aux chercheurs une occasion unique d'observer les deux frères dans deux environnements très différents, l'un sur Terre et l'autre à 400 km au-dessus de cette dernière.
Lorsque l'astronaute est parti dans l'espace et que son frère jumeau, Mark, légèrement plus âgé, est resté sur Terre, l'écart d'âge entre deux s'est creusé à cause du temps passé en orbite. Ceci est dû à la théorie de la relativité d'Einstein. Cette théorie explique que le temps s'écoule plus lentement pour les objets en mouvement que pour un observateur immobile. Il se déplace également plus lentement à mesure que l'on se rapproche d'une masse gravitationnelle comme la Terre. En d'autres termes, nous ne vivons pas tout le temps à la même vitesse. Plus on se déplace et plus on va vite, plus le temps ralentit. Pendant que Scott était dans l'espace et tournait autour de la Terre à environ 28 000 km/h, son frère Mark a vécu 0,005 secondes de plus. Les deux frères sont nés à 6 secondes d'intervalle en 1964 et cet écart est maintenant de 6,005 secondes. Cette déformation du temps est connue sous le nom de dilatation du temps et les frères Kelly sont concernés par les deux aspects de ce phénomène. La vitesse à laquelle ils se sont déplacés l'un par rapport à l'autre et leur proximité par rapport à un gros objet comme la Terre. Ainsi, en fonction de notre position et de notre vitesse, le temps peut nous sembler passer plus ou moins vite par rapport à d'autres personnes situées dans une autre partie de l'espace-temps. Cela signifie que les astronautes de l'ISS vieillissent un tout petit peu moins vite que les habitants de la Terre. Cela ne veut pas dire que tu survivras à l'humanité en passant le reste de ta vie dans une grotte. L'effet n'est pas perceptible à petite échelle. Si tu devenais un ermite des sous-sols, tu ne vieillirais qu'une fraction de seconde plus lentement que tous les autres habitants de la Terre durant toute ta vie. Mais tu vas être surpris d'apprendre ça. Une montre attachée à ta cheville finira par retarder par rapport à une montre attachée à ton poignet. Techniquement, ta tête vieillit plus vite que tes pieds. Le temps passe plus vite pour les personnes vivant en montagne que pour celles vivant au bord de la mer. L'exemple classique de ce phénomène est celui des jumeaux. L'un s'envole dans un vaisseau spatial voyageant à la vitesse de la lumière et l'autre reste sur Terre. Quand le premier revient sur Terre, il n'a vieilli que de quelques années, mais il constate que son frère aura vieilli de plus de 10 ans. Bien sûr, personne n'a réalisé cette expérience pour de vrai, mais il existe des preuves qu'elle est plausible. Quand des scientifiques ont lancé une horloge atomique en orbite tout en conservant une identique sur Terre, la première est revenue avec un léger retard par rapport à la seconde. Le temps devient ensuite encore plus compliqué, car la dilatation du temps peut se produire à tout moment. Une bonne façon d'y penser est d'imaginer les astronautes vivant dans la Station spatiale internationale. Ils flottent à 400 km d'altitude, là où la force gravitationnelle de la Terre est plus faible qu'à la surface. Cela signifie que le temps devrait s'accélérer pour eux par rapport à nous. Mais la station spatiale tourne également autour de la Terre à près de 8 km par seconde. Le temps devrait donc encore plus ralentir pour eux que pour nous. Mais en réalité, Mark, le frère qui a vieilli quelques millisecondes de plus, pourrait se retrouver en meilleure forme à long terme si le séjour prolongé de Scott dans l'espace entraîne une détérioration plus rapide de son corps. 10 équipes scientifiques étudiant les jumeaux de la NASA ont examiné les deux frères avant, pendant et après les 340 jours passés dans l'espace. Elles ont étudié les fonctions corporelles de chaque jumeau, effectué des tests de mémoire et ont examiné leurs gènes pour chercher quelle différence pourrait être due à ce voyage dans l'espace. On a ainsi prouvé que les séjours prolongés dans l'espace étaient éprouvants pour le corps humain. La vie dans l'espace peut modifier les gènes, mettre le système immunitaire en sur-régime et affaiblir l'esprit et la mémoire. La plupart des changements subis par l'astronaute ayant séjourné dans l'espace se sont résorbés à son retour sur Terre, mais pas pour tous. On a fait d'autres tests 6 mois plus tard. Environ 91% des gènes qui avaient été modifiés étaient redevenus normaux. Les autres étaient encore en mode spatial. Le système immunitaire de Scott est resté en alerte. Ces gènes responsables de la réparation de l'ADN étaient encore très actifs, comme certains de ses chromosomes. Ses capacités mentales avaient diminué par rapport à celles enregistrées avant la mission. Il était plus lent et moins précis dans les tests de mémoire à court terme et de logique. Il n'est pas certain que ces résultats soient dus au vol spatial. Cela peut s'expliquer par le fait que ces observations ne portent que sur une seule personne. Mais une chose est sûre, le temps est relatif. Pense à ceci. Si une horloge est immobile et que tu voyages à très grande vitesse, si tu passes à côté d'elle et que tu l'observes, tu la verras tourner lentement, voire pas bouger du tout. Ceci est dû au fait que la vitesse à laquelle fonctionne le mécanisme de l'horloge est moins élevée que la tienne. Tu observes donc le passé alors que tu te trouves déjà dans le futur. Pendant cette expérience de voyage à grande vitesse, tu n'auras pas vieilli du tout, car tous les processus de ton corps fonctionnent à la même vitesse que toi.
Et après un certain âge, ton corps commencera à se détériorer, ce qui te conduira finalement à un état où il cessera de fonctionner. Ce phénomène de vieillissement, surtout chez l'homme, est dû à une structure protéique de nos cellules appelée télomère, qui protège nos cellules de la détérioration. Mais à chaque réplication cellulaire, ces télomères perdent de leur force. On appelle ça la longueur des télomères. Si cette longueur diminue, la cellule devient vulnérable aux maladies. On peut dire que les télomères sont comme des comptes à rebours naturels de notre corps qui déterminent notre date d'expiration. La longueur des télomères peut être affectée par des facteurs externes comme le stress qui accélère ce compte à rebours. L'expérience sur les jumeaux a permis de noter les changements de la longueur des télomères chez les deux frères. La longueur des télomères de Scott a augmenté lorsqu'il était à bord de la station spatiale. Avant la mission, les deux frères avaient presque la même longueur de télomères. Cela signifie qu'en ignorant des problèmes comme le stress mental, ils auraient dû vivre à peu près jusqu'au même âge. Mais pendant que Scott était en orbite, il avait une longueur de télomère supérieure de 14,5% par rapport à celle de son frère. Il était donc biologiquement plus jeune de quelques années. Mais cette longueur est revenue à la normale environ 190 jours après son retour sur Terre. Les échantillons de sang prélevés dans la Station spatiale internationale ont été renvoyés sur Terre pour y être analysés. Ce sang ne voyageait donc plus à la vitesse de l'ISS. Aussi, le paradoxe de l'espace-temps stipule que le frère de l'espace devrait être plus jeune à son retour. Mais la longueur des télomères est revenue à son état initial, comme avant la mission. Le frère de l'espace avait alors à nouveau le même âge que son frère, resté sur Terre. L'absence de gravité est la principale cause des changements dans le vieillissement. La gravité joue un rôle important dans la plupart de nos systèmes physiologiques. Prenons les muscles. Ceux des personnes âgées se contractent et déclinent au fur et à mesure qu'elles perdent en mobilité. Les muscles des astronautes réagissent de la même manière car ils sont très peu sollicités. C'est pourquoi les astronautes qui séjournent longtemps dans l'espace utilisent des machines spéciales pour réduire cet effet. Un processus similaire se déroule avec les os. À partir d'un certain âge, les habitants de la Terre commencent à perdre de la masse osseuse à un rythme d'environ 1 à 2% par an. Mais dans l'espace, les astronautes perdent leur masse osseuse bien plus vite, jusqu'à 1 à 2% par mois. Comme le corps des astronautes n'a pas besoin de supporter leur poids, leur corps produit moins de matériel renouvelant les structures osseuses et elles se fragilisent. Heureusement, leur système squelettique revient généralement à la normale une fois qu'ils ont passé quelques temps sur notre bonne vieille planète. Si Scott était protégé de tous les dangers de l'espace, comme les radiations, lorsqu'il était en orbite autour de l'ISS, il aurait vécu plus longtemps que son frère Mark. Même s'il gagne 0,005 secondes, les astronautes ressentent toujours certains des symptômes d'un processus de vieillissement prolongé. Donc la prochaine fois que tu souhaites que le week-end dure plus longtemps, reste près du sol et bouge très vite. Tu n'auras pas l'impression que ton week-end se soit prolongé, mais techniquement, tu gagneras peut-être une minuscule fraction de seconde. Et tu n'auras pas besoin d'aller dans l'espace pour vivre cette expérience. C'est probablement l'un des pires cauchemars pour un astronaute. Flotter indéfiniment dans l'espace. Imagine que suite à un accident, tu t'éloignes lentement de la Station spatiale internationale et te retrouves dans le néant. Là où il n'y a rien d'autre que le vide glacial. Heureusement, tu as encore une chance de survivre. Examinons en détail le moment où cela pourrait se produire. Imagine que tu es sur la Station spatiale internationale. Elle se trouve à environ 400 km d'altitude dans les couches supérieures de l'atmosphère. Il est important de mentionner qu'elle n'est pas totalement dans l'espace, car la gravité terrestre exerce une traction constante sur elle. Pour ne pas tomber, la station doit voler autour de notre planète à environ 27 000 km/h. Cette vitesse est suffisante pour aider la station à lutter contre l'attraction de notre planète. Mais sur l'ISS, lorsque tu sors dans l'espace, tu ne ressens pas cette vitesse. Tu as plutôt l'impression de flotter tout en voyant la Terre tourner. Mais il y a toujours beaucoup de débris spatiaux qui se déplacent dans le sens inverse. Du point de vue d'une personne à bord de l'ISS, la vitesse de ces objets est incroyablement élevée. Tu enfiles une combinaison spatiale qui contient des réserves d'oxygène et d'eau pour que tu puisses boire pendant ta mission. Tu es donc sur le point de sortir dans l'espace. D'abord, tu dois passer par un sas constitué de 2 portes. Tu entres et tu fermes le premier sas pour bloquer l'accès à l'oxygène de la station spatiale. Tu ouvres ensuite la porte qui mène directement dans l'espace.
Ce que tu t'apprêtes à faire est ce qu'on appelle un spacewalk. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu peux vouloir aller à l'extérieur. Ce peut être pour mener des expériences scientifiques, afin de voir comment différentes choses se comportent dans l'espace. Ce peut aussi être pour tester de nouveaux équipements, capteurs et autres gadgets de haute technologie. Ce peut encore être pour réparer des pièces défectueuses ou pour la maintenance de la station spatiale. Avant de faire un pas dans le vide, tu attaches ta combinaison à un câble relié au vaisseau. Tu attaches également de petits câbles à tes outils, comme un tournevis ou une clé à molette, afin de ne pas les perdre. Tu quittes le vaisseau et éprouves alors une sensation similaire à celle de nager sous l'eau. D'ailleurs, avant de sortir dans une zone de gravité zéro, les astronautes s'entraînent dans une immense piscine. Tu te diriges vers l'endroit qui doit être réparé tout en te tenant au vaisseau. Disons que tu dois resserrer une petite vis. Un astronaute a dit un jour que la moindre tâche dans l'espace était difficile. Tu portes une énorme combinaison qui ralentit tes mouvements et te rend maladroit. Elle provoque également des démangeaisons et la moindre chose peut vite prendre plusieurs heures. Pendant ce temps, tu transpires beaucoup. L'un des filtres de la combinaison spatiale peut être endommagé. Et dans ce cas, tout le liquide libéré par ton corps peut se répandre dans la combinaison et atteindre ton visage. Tes yeux peuvent alors larmoyer et rendre ta vision trouble. Des dizaines de dangers se cachent dans l'espace et il n'y a pas vraiment d'instruction définitive concernant la manière de gérer la plupart d'entre eux. Bref, tu es en train de serrer ta vis, mais quelque chose ne va pas. La clé t'échappe des mains et la vis s'envole de la coque du vaisseau. Tu essaies de la rattraper en exerçant machinalement une pression sur la station. Tu parviens à attraper la vis, mais tu t'es envolé et plus rien ne te retient à part le câble. Oh non, il n'est plus relié à ta combinaison. Tu l'avais mal attaché. Tu n'es plus du tout relié à la station. Ton corps se met à tourner. La vue de la Terre et de l'espace noir se mettent à défiler devant tes yeux. Tu ne peux rien faire pour t'arrêter. Heureusement, ce câble n'est pas la seule mesure de sécurité. Ta combinaison spatiale est équipée d'un Cypher. Il s'agit d'un sac à dos contenant du carburant qui fonctionne comme un jetpack. Tu l'actives et il te stabilise. Tu arrêtes de tourner, ce qui te calme un peu. Maintenant que tu sais exactement où se trouve l'ISS, tu dois t'orienter manuellement et voler prudemment jusqu'à elle. Le Cypher libère du gaz par de petits tubes, ce qui te propulse vers l'avant. À l'aide de la télécommande du Cypher, qui ressemble à un joystick, tu peux changer la direction dans laquelle le gaz est libéré, contrôlant ainsi ta trajectoire. Tu t'assures que la station reste bien devant toi en donnant de brèves pressions sur le joystick afin de stabiliser ton avancée. Si tu appuies un peu trop fort, tu risques de repartir en vrille, ce qui réduira tes chances de rentrer. Chaque astronaute passe de nombreuses heures dans un simulateur de réalité virtuelle qui lui donne l'impression d'être dans l'espace. Tu sais donc comment contrôler le Cypher. Tu t'approches lentement de l'ISS. Tu contrôles ta vitesse. Si tu commences à accélérer, tu devras diriger les tubes dans la direction opposée pour te ralentir. Si tu arrives trop vite, tu risques de t'écraser sur la station et d'endommager ta combinaison spatiale. Tu es enfin revenu à l'ISS. Tu cherches quelque chose où t'accrocher et tu te diriges vers le SAS. Tu as l'impression de faire de l'escalade sous l'eau. Tu arrives au SAS. Ouf! Mais revenons en arrière, au moment où tu t'étais éloigné de l'ISS. Tu essaies d'utiliser ton sac à dos pour stabiliser tes mouvements, mais tu es nerveux et tu n'arrives pas à te calmer. Tu appuies au hasard sur le joystick et diriges de façon chaotique les tubes dans différentes directions. Au bout de quelques minutes, tu ne t'es toujours pas rapproché de l'ISS et le carburant du Cypher est épuisé. Tu es encore plus nerveux. Revenons encore en arrière. Tu t'éloignes de l'ISS, tu utilises le Cypher et tu ralentis ta vitesse de rotation. Tu es maintenant face à la station. Tu t'approches du vaisseau avec des poussées lentes et régulières. Tout se passe bien, mais à un moment, tu perçois un mouvement. Il s'agit d'un petit morceau de métal provenant d'un vieux satellite. Il s'écrase sur la Cypher et transperce le sac à dos. Du carburant commence à s'échapper dans l'espace. Tu te remets à tourner à cause de l'impact. Tu ne comprends pas dans quelle direction tu te déplaces. Il ne te reste plus qu'à prendre une grande inspiration et à utiliser le carburant restant pour t'arrêter. C'est fait. Tu flottes sans tourner. Il n'existe aucune instruction ou protocole qui t'aideront à sortir de cette situation. Tu te déplaces dans l'espace sans rien contrôler. Pour retourner à l'ISS, tu devrais repousser quelque chose. Heureusement, tu as le temps de réfléchir à ce que tu peux faire. Ta combinaison spatiale a des réserves d'oxygène pour plusieurs heures. Tu as aussi de l'eau que tu peux boire grâce à une petite paille en caoutchouc fixée à l'intérieur de ton casque. Tu es le premier humain de l'histoire à se retrouver dans une telle situation. Mais cela ne signifie pas que tu n'as aucune chance de survie.
Si tu pouvais lancer quelque chose sur le côté, cela te mettrait en mouvement. Par exemple, tu pourrais lancer une clé à molette suffisamment lourde dans la direction opposée à celle de l'ISS, afin de te propulser vers la station. Mais malheureusement, tu n'as rien à lancer. Ton cipher est cassé et tu ne peux pas le retirer sans l'aide de quelqu'un. Tu profites de la belle vue de la Terre et essaies de respirer aussi lentement que possible pour économiser ton oxygène. Il semble qu'il n'y ait plus aucun espoir, mais à ce moment-là, d'autres astronautes t'appellent par radio. Ils voient ta position et viennent pour te sauver. Une collègue se dirige vers toi. Elle est solidement attachée à 2 longs câbles. Elle t'en donnera un lorsqu'elle t'atteindra. Elle se déplace avec son cipher, elle est très proche. Finalement, elle ralentit et attrape ta main. Elle décroche l'un des câbles de sa combinaison spatiale et l'attache à la tienne. Grâce à ce câble, tu te rapproches de la station. À ce moment, un boulon rouillé passe à proximité. Le principal danger est qu'un débris spatial perce ta combinaison ou détache le câble. Tu accélères et atteins le sas. Là, tu plonges littéralement à l'intérieur. L'une des missions spatiales les plus dangereuses a été accomplie. Théoriquement, il y a un autre moyen de te sauver. Un vaisseau spatial livrant des vivres et des fournitures à l'ISS pourrait venir te chercher. Mais cette mission serait encore plus difficile, car elle nécessiterait un calcul d'itinéraire très précis. À la moindre erreur, le vaisseau spatial pourrait te percuter et te projeter à grande vitesse. Tu flotterais alors pendant plusieurs heures jusqu'à ce que tu manques d'oxygène ou qu'un débris spatial déchire ta combinaison. Heureusement, tous les astronautes sont suffisamment bien entraînés et expérimentés pour éviter de tels accidents. Une main fantomatique géante s'étend dans l'espace. Ses doigts sinistres tendent la main vers un nuage rougeoyant qui ressemble à de la lave spatiale en fusion. Bien que cela ressemble à une scène tout droit sortie d'un film de science-fiction, c'est 100% réel. La main s'est formée après qu'une énorme étoile se soit effondrée au cours de l'énorme explosion d'une supernova. L'explosion a créé une nouvelle étoile qui déborde d'énergie. L'énergie dégagée par l'étoile est si grande qu'elle a fait tourbillonner les débris de l'explosion autour d'elle. C'est ce qui a créé cette main à l'aspect surnaturel. La main est si grande qu'elle s'étend sur une distance colossale de 150 années-lumière. Quant à la structure ressemblant à de la lave qu'elle cherche à atteindre, il s'agit en fait d'un énorme nuage de gaz. Même si c'est un peu effrayant, c'est totalement inoffensif. Et tu peux t'endormir ce soir sans craindre qu'une main fantomatique géante de l'espace ne te sorte du lit. Il y a une étoile bizarre cachée dans les profondeurs de l'espace qui semble s'allumer et s'éteindre de façon aléatoire. On l'appelle l'étoile de Tabi, et sa lumière s'éteint à des intervalles irréguliers et pendant des durées vraiment étranges. Il y a eu beaucoup de théories sur la cause de ce phénomène, des pluies de météores aux interférences spatiales. L'hypothèse d'une pluie de comètes a été rapidement écartée. La poussière des comètes qui bloquerait la lumière disparaît au bout de quelques mois. L'étoile de Tabi s'éteint lentement sur des décennies, donc le timing ne correspond pas. Cela ne peut pas non plus être dû aux planètes, car aucune planète n'est assez grosse pour bloquer autant la lumière d'une étoile. Après des années de spéculation, les scientifiques ont enfin trouvé une explication à cet étrange phénomène. L'assombrissement et l'éclaircissement sont en fait le résultat de la poussière spatiale. Un anneau de poussière entoure l'étoile, ce qui bloque temporairement sa lumière. Au 8e jour de sa mission, en 2019, le rover lunaire chinois a découvert quelque chose de vraiment étrange sur la face cachée de notre Lune, qui a attiré l'attention du monde entier. Alors qu'elle naviguait autour d'un groupe de cratères lunaires, elle a repéré quelque chose de vraiment bizarre qui se cachait dans l'un des trous de la Lune. Il s'agissait d'une substance colorée semblable à du gel que nous n'avions jamais rencontré auparavant. La curieuse matière était d'une riche couleur vert foncé et brillait comme des diamants. Après un an d'analyse de l'échantillon de cette substance étrange, qui mesurait 50 cm de long sur 15 cm de large, les scientifiques sont enfin arrivés à une conclusion. L'effet scintillant semble provenir du verre. Dans l'espace, il apparaît généralement à la suite de la fusion d'un impact. Cela signifie qu'il provient très probablement d'une comète ou d'une roche qui a heurté la Lune et a fondu lors de la collision. Mais même s'il est probable que cette substance étrange ne soit qu'une roche fondue, les scientifiques n'en sont pas sûrs à 100%. Cela est dû au fait que les photos ont été prises dans de mauvaises conditions d'éclairage et qu'il y avait un tas d'autres facteurs qui ont fortement altéré la qualité des images. Le jury n'a toujours pas tranché dans cette affaire.
Un énorme concombre de l'espace flotte dans la galaxie et personne ne sait vraiment d'où il vient ni pourquoi il est là. Bon, ce n'est pas exactement un concombre, ni un cornichon. Il s'agit plus probablement d'une roche très allongée. Les scientifiques pensent qu'elle pourrait dépasser 1 km de long tout en étant large de seulement 165 mètres. Elle se déplace si rapidement qu'il est impossible qu'elle soit liée à la gravité de notre Soleil, ce qui signifie que l'objet étrange a été formé quelque part en dehors de notre système solaire. Nous ne savons même pas depuis combien de temps il erre dans l'espace. On estime qu'il est entré dans notre système solaire à l'époque victorienne, mais qui sait où il a voyagé avant cela? Pendant des années, on nous a dit qu'il y avait 8 planètes dans notre système solaire. 9 si l'on compte Pluton, qui a été expulsé du club il y a quelques années. Mais tout cela pourrait bien être sur le point de changer. Il y a peut-être un énorme monde secret qui se cache au milieu de notre système et que les scientifiques appellent Planète 9. Cette planète, encore non découverte, pourrait se trouver bien au-delà de Neptune. Il y a des amas d'orbites apparemment inexpliquées dans cette région et cette 9e planète cachée pourrait l'expliquer. La planète, si elle existe, ferait 10 fois la taille de la Terre, mettrait au moins 10 000 ans à tourner autour du Soleil et serait située 200 fois plus loin que notre planète. C'est pourquoi il a été si difficile de l'identifier, car il est presque impossible d'en prendre une photo. En 2019, 30% de la zone dans laquelle la planète est susceptible de se trouver avait été fouillée. Il faudra encore au moins 2 ans pour couvrir la zone restante. Pendant ce temps, nous attendrons cramponnés à nos sièges, ou pas. D'étranges ondes radio descendent sur la Terre et les scientifiques sont déconcertés. Ces sursauts radio rapides sont soudains, inexpliqués et ne durent que quelques millisecondes. Nous avons détecté ces signaux étranges pour la première fois en 2007 et depuis, les chercheurs se grattent la tête. Ils semblent venir de l'extérieur de la Voie lactée, à des millions d'années-lumière. Pour que nous les captions d'aussi loin, ils doivent émettre plus d'énergie en une fraction de seconde que le Soleil en 80 ans. La plupart de ces signaux ne se sont manifestés qu'une seule fois, ce qui aurait rendu leur identification beaucoup plus facile, jusqu'à ce que tout cela change en 2017. En août, un signal a été capté qui s'est répété 93 fois, ce qui a écarté les spéculations selon lesquelles les signaux étaient causés par des événements ponctuels aléatoires. À ce jour, nous ne savons toujours pas ce qui cause ces signaux. En 2014, la NASA a capturé une image surprenante du Soleil qui a montré qu'il aimait peut-être se déguiser. Une tempête éclatante de champs magnétiques a donné au Soleil l'apparence d'une lanterne flamboyante. Ce qui est encore plus étrange, c'est que l'image a été capturée le 8 octobre. Cela a été possible grâce à ce qu'on appelle les régions actives. Ce sont en fait des zones du Soleil qui ont des niveaux de lumière et d'énergie plus élevés. C'est ce qui donne l'aspect flamboyant des images. La lumière forme 2 yeux, un nez et une large bouche dentelée qui sourit. Heureusement, ce look n'est qu'une coïncidence, et il n'y a pas de passionnés de sculpture sur citrouille qui se cachent dans les profondeurs de l'espace. Les fans d'astronomie ont repéré ce qui ressemblait à une cuillère sur la surface de Mars. Elle était à moitié recouverte de poussière. Ils l'ont remarqué après la publication des images d'un rover martien. Mais aussi effrayante que puisse paraître cette argenterie suspecte, ce n'était qu'un effet de lumière. La cuillère n'est qu'un vieux caillou ordinaire, bien qu'il ait une forme un peu bizarre. Le jeu d'ombre sur la photo fait que l'objet ressemble encore plus à une cuillère. Ce globe oculaire cosmique flottant quelque part parmi les étoiles n'est pas un œil de taille normale. Il a un incroyable diamètre de 1060 km. L'une des lunes de Saturne, Thétis, est devenue une sorte de célébrité pour les fans de l'espace. Cette lune sphérique présente un grand cratère qui la fait ressembler à un globe oculaire interplanétaire géant. Il y a même une série de pics à l'intérieur du cratère qui ressemblent à un iris. Saturne a une bande de 60 lunes au total, et Thétis n'est pas la seule qui ressemble à un objet terrestre aléatoire. Prométhée ressemble à une pomme de terre, Atlas ressemble à une pita fraîchement servie dans un restaurant grec, et Mimas ressemble même à un vaisseau spatial menaçant. Et puis il y a ça, un œil de chat géant en plein milieu de l'espace. Son nom officiel est NGC 6543, mais c'est long et un peu ennuyeux, alors la plupart des gens l'appellent la nébuleuse de l'œil de chat. C'est d'ailleurs l'une des premières nébuleuses à avoir été découverte. Comme d'autres nébuleuses, elle a été formée par une étoile qui s'est débarrassée de sa couche externe de gaz. Le gaz s'est détaché et a produit cette structure étonnante et intrigante. L'étoile rejette cette couche de gaz tous les 1500 ans. Chaque fois qu'elle fait cela, elle crée une nouvelle coquille de poussière spectaculaire. Moi, ça ne fait pas ça quand je rejette du gaz.
On s'est posé sur la Lune, nous avons navigué autour du monde, Roméo a aimé Juliette, on en a fait des choses. Il est difficile d'imaginer qu'il y a des créatures qui ont vu tout cela arriver. Et oui, des animaux immortels. Enfin, presque. Les éponges de verre sont d'étranges petites créatures qui restent au même endroit pendant des milliers d'années. Cachées dans leur endroit préféré sous la mer, elles ont vu les premiers Européens arriver en Amérique. Elles peuvent vivre jusqu'à 15 000 ans. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'elles peuvent contrôler leur processus de vieillissement. L'accélérer ou le ralentir. Pour se protéger, elles disposent d'un exosquelette en verre. Les homards peuvent récupérer un membre s'ils le perdent, et ils sont pratiquement immortels. Ils produisent un nombre illimité d'enzymes qui gardent leur ADN éternellement jeune. Et ils continuent constamment à grandir. Cela signifie qu'ils débordent de leur propre carapace. Ils doivent donc se débarrasser de leur exosquelette de temps en temps et passer à un autre plus gros. Le plus gros homard jamais pêché faisait 20 kg. C'était au large des côtes de la Nouvelle-Écosse. Les scientifiques pensent que ce gros homard avait environ 100 ans. Il était donc là quand Edison a inventé le phonographe. La créature suivante est un mélange entre une méduse et une branche d'arbre. Chaque extrémité de l'hydre a un pied annelé et elle passe ses journées à se rafraîchir au bord des lacs et des rivières. Ses tentacules s'agrippent aux savoureux snacks qui passent devant elle. Quel est donc le secret de son immortalité? C'est une question à laquelle tout le monde aimerait connaître la réponse. L'hydre a la capacité de renouveler ses cellules souches. Les scientifiques essaient de faire comme elle depuis des années. Elles peuvent réellement ralentir leur processus de vieillissement. Ces petites créatures marines sont des oursins rouges géants. Ils se reposent sur des algues dans les eaux peu profondes et sont immortels. Eh bien, nous ne les avons pas étudiés assez longtemps pour être absolument sûrs. Mais les scientifiques affirment qu'ils ne grandissent qu'en taille, pas en âge. Quoi? Ils restent comme des petits oursins, mais grossissent en taille. Adultes bébés oursins? Ok, ces bébés rouges peuvent vivre environ 100 ans, voire 200. Le plus lent de la liste, la tortue géante. Elle peut vivre jusqu'à 200 ans, et l'une des plus anciennes s'appelle Jonathan. C'est techniquement le plus vieil animal terrestre rampant. Il est né en 1832 et vit sur une île isolée appelée Sainte-Hélène. Jonathan a vraiment vécu beaucoup de choses. Il a vu la construction du tout premier gratte-ciel américain, la Tour Eiffel. Oh oui, il a aussi vécu tous les championnats du monde depuis l'âge de 71 ans. Il ne voit pas très bien et il a perdu son odorat, mais il est toujours aussi fort. Retour aux océans et aux requins du Groenland. Il est connu pour être le plus long vertébré vivant. Il peut vivre plus de 400 ans. Pour nager aussi longtemps dans l'océan profond, sombre et froid, ces requins doivent être très robustes. Ils sont capables de résister à une pression d'eau insensée. Les requins sont aujourd'hui l'une des seules créatures qui n'ont pas trop été affectées par l'évolution. De nombreux requins existent depuis les dinosaures et n'ont pas beaucoup changé depuis. Les scientifiques ont découvert qu'ils grandissent d'environ 1 cm par an. Donc, avec un peu de calcul rapide, ils peuvent facilement découvrir l'âge de ces requins coriaces. Imagine un requin plus vieux que les États-Unis. La créature suivante est probablement la plus pérenne, la plus indestructible et la plus mignonne de la liste. On l'appelle un tardigrade, mais les scientifiques l'ont surnommé l'ours des eaux, car disons qu'il y ressemble pas mal, mais il n'a pas exactement la taille d'un ours. Il a 8 pattes et des mains avec un étrange petit nez, et ces étranges créatures microscopiques sont indestructibles. Ils sont connus pour vivre dans les endroits les plus extrêmes de la planète. Ils sont parfaitement adaptés à des températures allant de 300 à moins 330 degrés Celsius. Les volcans, les nuits glaciales du désert, ils peuvent même supporter des radiations et des pressions massives dans les parties les plus profondes de l'océan. Ils peuvent même survivre dans le vide de l'espace, sans combinaison spatiale minuscule ou quoi que ce soit. Ce serait pourtant trop mignon. Jusqu'à présent, ils ont survécu 10 jours à l'extérieur d'un vaisseau spatial. Mais ils pourraient probablement résister encore plus. Les tardigrades pourraient être capables de survivre aux humains s'il y avait une sorte de catastrophe mondiale. Des organismes microscopiques en charge de la planète. Je me demande à quoi cela ressemblerait. Que ce soit tous les volcans en éruption en même temps, ou une autre période glaciaire, ou même un autre astéroïde fâcheux, les tardigrades ne s'en rendraient probablement même pas compte. Les scientifiques les étudient pour voir s'ils peuvent nous aider en nous apprenant l'existence d'une sorte de biotechnologie supérieure.
Juste pour s'amuser, voici l'éphémère. Ce pauvre petit insecte ne dépasse même pas les 24 heures de vie en moyenne. Les femelles et les mâles peuvent atteindre l'incroyable âge de 2 jours. Mieux vaut profiter de l'instant présent, hein. Ces petites mouches se développent en essaim et sont connues pour avoir l'une des plus courtes durées de vie de toutes les créatures. Mais en tant qu'espèce, eh bien elles existent depuis des centaines de millions d'années. Les méduses ont découvert la fontaine de jouvence et, surprise, surprise, elle était là depuis le début. Ce n'est pas une façon de parler, non, littéralement, la solution est en elles. Les méduses sont capables d'inverser leur processus de vieillissement quand elles le veulent. Supposons que tu nages tranquillement dans l'océan et puis que tu te dises soudain « Tiens, j'aimerais bien avoir 8 ans à nouveau ». Et pouf, ça y est. Au fait, qui voudrait avoir à nouveau 8 ans ici ? C'est ainsi que les méduses restent jeunes et vivent sans stress. Ces créatures sans cervelle et sans os peuvent revenir en arrière quand elles le veulent, tant que personne ne les dérange. Elles sont super froides, elles flottent dans toutes les directions du courant, elles se laissent porter par la vie, quoi. Cette créature ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction, mais on peut dire qu'elle a des caractéristiques extraterrestres. Le géant Veta est plus gros qu'une souris et est considéré comme l'un des plus gros insectes qui existent. On trouve ces grosses bêtes en Nouvelle-Zélande. Alors que les méduses peuvent inverser leur processus de vieillissement, certains membres de la famille Veta peuvent carrément revenir à la vie. Voilà ce qu'on appelle des super pouvoirs. S'ils sont complètement congelés, ils commencent à fabriquer des protéines spéciales qui empêchent leurs organes de se détériorer. Après un certain temps, ils peuvent être décongelés et ressuscités, comme si rien ne s'était passé. Fait amusant, le Veta géant a des oreilles sur les genoux de ses pattes avant. Et parce qu'elle peut ressusciter, on l'appelle aussi l'insecte zombie. C'est flippant. Les planaires sont des vers plats qui sont uniques, en plus d'être pratiquement immortels. Ce sont de véritables machines à régénérer les parties du corps perdues. Si tu prends l'un d'eux et que tu divises son corps en 10 parties, tu obtiendras 10 nouveaux planaires. Si tu continues à les diviser, ils vont continuer à se multiplier, même s'ils font généralement moins d'1 centimètre de long. Imagine si nous pouvions trouver un moyen de faire cela. Est-ce que ce serait un moyen pour nous de vivre éternellement ? Ou alors on se retrouverait dans un monde totalement fou avec des copies de tout le monde alentour. Que dirais-tu de l'équipe de relais la plus rapide du monde, 4 Usain Bolt identiques ? Les palourdes existent depuis très longtemps. Les scientifiques ont découvert qu'elles peuvent vivre jusqu'à 400 ans. Ce sont ces petites créatures à coquilles qui créent ces petites perles brillantes si appréciées de tous. Une palourde se met en mode action lorsqu'un parasite s'introduit à l'intérieur. La palourde essaie de couvrir le parasite avec un tas de produits chimiques spéciaux, les mêmes que ceux qu'elle utilise pour fabriquer l'intérieur de sa coquille. C'est là que la magie commence à opérer. Quand ces produits chimiques durcissent, ils forment une perle brillante et éclatante. Plus il y a de produits chimiques, plus la perle est grosse. Cette longue créature à l'aspect glissant vit dans les profondeurs des grottes d'Europe. Un holme peut vivre jusqu'à 100 ans. Il passe ses journées à chasser les petits insectes, les escargots et les crabes avec ses minuscules bras avant et son corps de serpent frétillant. Sa peau est si pâle que certains indigènes l'appellent même le poisson humain. Hé, attends un peu. L'holme est presque aveugle, mais il peut toujours détecter la lumière, il le fait surtout à travers sa peau. Comme les autres animaux aveugles, il a un sens de l'ouïe et de l'odorat très développé. Il tire son apparence particulière de ses petites branchies rouges autour de son cou.